Bonsoir, Monsieur Gassakis. Bonsoir, mon cher Bédel. Alors, moi, je profite de votre séjour à Paris pour évoquer ensemble, justement, en quelques minutes, si possible, votre roman que voici, Les hasards du destin, paru récemment chez l'Harmattan Congo. Une première question avant d'entrer dans le vif du sujet. Pourquoi avez-vous écrit ce livre? Ben, écoutez, ça répond à une volonté, un désir que j'éprouve comme ça depuis assez longtemps. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai eu quelques articles, une chronique dans la presse de Brazza. Et ça m'a poussé, je me suis dit pourquoi pas essayer de raconter quelque chose d'un peu plus détaillé, parce que même au niveau des articles, souvent on s'est rendu compte qu'on était limité. Donc je voulais peut-être dire des choses un peu plus denses et plus condensées, c'est pourquoi d'où ce roman. Mais j'espère en écrire d'autres, mais évidemment, comme je dis toujours, c'est avec votre bénédiction. Et vous l'avez écrit en combien de temps? Ça m'a pris, on va dire, au bas mot, 6 mois. Un peu plus. 6 mois, quand je pense qu'il y a des gens qui prennent au moins 1 an, 2 ans, 3 ans pour écrire des romans, des livres. Bon, maintenant, pour parler du roman, pour entrer dans le texte, j'ai quelques critiques, si vous, si vous le permettez. C'est pourquoi j'ai accepté de vous rencontrer. Parce qu'il faut justement pour s'améliorer. Justement. Mais vous savez très bien qu'une critique peut être aussi positive. Absolument. Tout comme elle peut être aussi négative. Bon, moi, je vais commencer par les critiques négatives. D'accord. Déjà, le titre m'a un peu ébranlé. Les hasards du destin. Je me suis dit, mais le hasard est une notion qui est totalement opposée au destin. N'est-ce pas? Pas vraiment. Mais si, le destin, moi j'ai pris des notes, je lis aussi, le destin, c'est ce qui est donné et finit par arriver inéluctablement. Et le hasard, c'est ce qui vient à l'improviste en quelque sorte. Donc ce sont deux notions opposées, totalement opposées. Alors donc je me suis dit, les hasards du destin. Donc, est-ce la structure du roman, c'est-à-dire qu'il y aura une part de hasard dans la vie du personnage, ou bien que le personnage finalement croira à son destin fermement, résolument, que pour lui le destin se réalisera. Et patatras, en avançant, je vais de surprise en surprise. Je continue toujours dans la critique négative. Bon, est-ce la faute aussi de l'éditeur qui n'a pas su, peut-être vous corriger, parce que pour ne vous citer qu'une faute grave, ou bien une phrase que je n'arrive pas à comprendre, il y en a beaucoup. Page 49, je vous lis. Pardon, excusez-moi, le temps passe vite. Après toutes ces années d'espoir et d'attente, enfin sonne le glas du grand retour, gratifié d'une intégration dans la fonction publique de son pays. Je ne comprends pas. Pour moi, quand on dit que le glas a sonné, cela signifie que cette chose-là ne se réalisera pas. Mais là, le personnage principal, en l'occurrence Sinclair, s'apprête à rentrer au Congo. Après 1000 vies en France, en Allemagne, en Angleterre, tout ça au Portugal, que sais-je encore. Et il s'apprête à rentrer au Congo pour aller intégrer la fonction publique. Mais pourquoi employer la métaphore sonner le glas? Parce que là, c'est une contradiction. Je n'ai pas compris. Je ne comprends pas. C'est formidable. Vous savez, moi, je suis toujours excité lorsqu'il s'agit de parler de ce premier opus. Et en réalité, ça fait le but, c'est ça aussi, hein, c'est pouvoir soutirer quelques expressions, quelques sentiments. Et là, je pense que ça vous a percuté. Je suis profondément emballé. Mais je réponds d'abord à la première question. Vous avez considéré que hasard et destin, c'était contraire. Je ne pense pas. Souvent, je fais référence à un auteur qui s'appelle Grégoire Lacroix, qui justement dit que si on remettait, on donnait une autre explication, une autre appellation à ces deux termes, notamment hasard et destin, en parlant de trajectoire et rencontre, les gens seraient moins choqués. Parce qu'en réalité, il s'agit de trajectoire et de rencontre. À travers ce roman, vous voyez bien que c'est la trajectoire d'un personnage principal qui est Sinclair et qui rencontre beaucoup de personnages, d'autres personnages dans ce cheminement. Donc ce n'est pas vraiment contradictoire. Le hasard, c'est, comme le diraient d'autres, c'est un signe du destin aussi. Donc moi je pense que je suis vraiment, et c'est ça en fait, je pense l'attrait du roman, c'est que le titre
permet même d'accrocher. On peut s'arrêter au titre, vous voyez, on peut même s'arrêter peut-être à la peinture. Mais pourquoi vous ne l'avez pas titré de l'Autruche, par exemple, puisqu'il y a un beau chapitre? Il y en a beaucoup. Le pélican, vous employez des symboles. Oui, beaucoup de symboles. L'Autruche symbolise, par exemple... Je n'ai pas répondu à la question sur le glas. Oui, nous y reviendrons. Non, mais là, nous sommes encore sur le titre, bien que le temps passe vite. Bien. Alors donc, je me suis posé la question, moi aussi. Pourquoi n'avez-vous pas titré de votre roman de l'Autruche ou du Pélican ou bien de l'Éternel Recommencement, puisque pas le narrateur, le personnage principal, qui est finalement un héros. Absolument. Sa vie bascule, mais il remonte la pente, il renaît en fait de ses cendres. La persévérance, voilà. Absolument. Mais en tout cas, pour parler du titre du roman, justement, je me suis posé 1000 questions. Mais vous savez, je découvre, vous êtes aussi écrivain, vous êtes un adepte de la plume. Je ne suis pas écrivain. Bon, enfin, vous romanciez si vous préférez. J'ai publié un roman récemment, une pièce de théâtre. Pour autant, je ne me considère pas encore comme un écrivain. Ça veut dire que vous êtes aussi sur cette voie-là. Oui, tout à fait, oui. Et vous comprenez très bien, c'est-à-dire que même quand on écrit, il y a plusieurs titres qui s'offrent à vous. Oui, je suis en train d'écrire le second et déjà j'ai une flopée de titres. Exact. Ouais, je commence par un et puis après, au fil de l'écriture, il y a plusieurs propositions qui vous viennent à l'esprit. Ce sont justement les choses de l'esprit qui se manifestent. Donc, personne aujourd'hui ne peut dire et prétendre qu'il aura un titre déterminé au début de l'écriture. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à ça. Et c'est vrai que au départ, vous savez, le titre que j'avais, je le trouvais un peu pompeux. Parce que souvent aussi, on a ses propres critiques. Notamment, c'est souvent les parents les plus proches qui apprécient un peu les titres. Et au départ, mon titre, c'était qu'est-ce que... c'est quelque chose de difficile, de lourd que le destin, quelque chose comme ça, vous voyez, mais ce n'était pas un titre accrocheur. Et progressivement, c'est vrai qu'il y avait l'idée de destin, mais il fallait trouver un titre, et celui-là m'a semblé plus accrocheur. Bon, est-ce que vous croyez au hasard et au destin vous-même, personnellement? Mais oui, absolument, mais il faut les définir d'abord. Vous allez me ramener vers cet exercice, mais le hasard, c'est un signe du destin. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas être. Et c'est pour cela sans doute que votre personnage joue au jeu. Et fan du jeu. Ça, il y a un peu de vous ou pas, non? Non, pas du tout, parce que vous n'avez jamais été tenté par le jeu, par le tiercé, ce qu'on appelle le tiercé, le loto, le casino. Comme tout Parisien comme vous, ça m'est arrivé de gratter un peu sur des grilles ou de jouer au tiercé, oui, mais pas de manière outrancière, non. Parce que votre personnage est un flambeur. Oui, mais je ne suis pas, non, ce n'est pas moi et ce n'est pas une biographie, si c'est la question, on veut une autobiographie. Non, tout simplement, c'est une certaine appréciation, une certaine interprétation de la société moderne. Et je pense que vous-même, vous avez dû vous retrouver un peu à travers ces personnages. Bon, maintenant revenons aux fautes de langue. D'accord. Sonner le glas. Il y a plusieurs fautes comme ça, même des... Pour qui sonne le glas, ça dit qu'il faut comprendre. En réalité, tout s'explique. Sonner le glas, c'est le retour au pays. Est-ce que le retour au pays, c'est quelque chose dans l'absolu de positif? Non, en français, quand on dit que voilà, tel événement a sonné le glas de sa carrière politique, par exemple, c'est-à-dire que c'est la fin, il y a un événement qui met fin à sa carrière politique. Quand le glas sonne, c'est qu'il y a... C'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est quelqu'un qui a peut-être vécu des moments très intenses et à un certain moment, il faut repartir vers le pays. Donc, sonne le glas du retour, peut-être on repart à certaines sources. Je vais vous dire, c'est-à-dire que la langue de Molière est tellement glissante qu'on peut l'interpréter de diverses façons. Le glas, je ne pense pas qu'on l'éclaire. On nous mettait déjà en garde contre les déréglementations littéraires. Il fallait faire attention. On est dans le roman. On n'est pas dans le Lingala à Brazzaville ou à Poto-Poto. Ou bien, c'est pas moi, chez moi là-bas à Mindouli, chez mes grands-parents. Non, on n'est pas. Je voulais tout simplement dire que le français, c'est une langue vivante et qui s'adapte à la conjoncture, qui s'adapte à la modernité. Donc, on peut lui donner certaines facettes. D'après nos inspirations, nous sommes quand même des hommes en quête d'imaginaire. Bon, une autre critique négative. Oui, mais j'espère qu'on va bientôt arriver au positif. Parce que... ne vous en faites pas, mais même si le temps presse. Il y a comme une juxtaposition de clichés, ou bien, pour vous, la vie ressemblerait à un combat, à un affrontement manichéen. Il y a des paragraphes où vous parlez du bien et aussitôt après vous basculez dans le mal. Il y a comme ça, comme une sorte de juxtaposition. Et d'ailleurs, vous employez une phrase qui m'a semblé un peu, comment dirais-je, si vous voulez, là je vais en venir à la critique positive, succulente.
Il y a une sorte de dualité qui s'est forgée chez votre personnage. C'est-à-dire rassembler ce qui est épars. Vous le dites aussi. Mais chez lui, il y a en quelque sorte ce combat du bien et du mal. Est-ce que la vie, chez vous, ou bien, tel que vous la concevez, c'est finalement un affrontement manichéen? Ouf. Non. C'est une question à 1 million d'euros. Mais bon, la vie, elle est quand même un peu plus complexe que ça, mais elle est aussi assez simple. Parce qu'en réalité, pour pouvoir l'affronter, l'aborder, il faut tout simplement avoir un sentiment des plus nobles. C'est l'amour qu'il faut avoir pour son prochain. Voilà un peu ma réponse, voilà comment je conçois la vie. Mais il faut d'abord faire une certaine découverte. Et effectivement, il y a, comme je dis, il y a 2 catégories de personnes. Il y a certaines qui ont compris qu'elles ont un sens à jouer dans la vie. Donc elles ont un rôle à jouer. Et les autres ne comprennent pas réellement à quoi ils servent. Et ça, justement, il faut refuser de se mettre dans la 2e catégorie. Voilà, ça dit que si on peut parler de manichéisme, ce serait dans ce sens. Mais en réalité, chacun de nous a un rôle à jouer ici-bas. Mais tout simplement, il faut quand même mettre beaucoup d'amour dans sa manière d'être. Voilà ce que je pourrais dire à ce niveau. Ok. Parlons maintenant de la critique positive. Je dois avouer qu'il y a quelque chose qui m'a plu dans ce roman. C'est l'absence presque totale de scène. Et vous avez cité à dessein, peut-être à dessein, Garcia Lopez, vous savez, l'auteur de 100 ans de solitude. Absolument. Eh bien, dans 100 ans de solitude, il n'y a pas de scène, il n'y a quasiment pas de scène. Parce que la scène se dilue dans les flots ininterrompus de la narration. Et c'est comme dans ce roman, peut-être il y a une scène qui est là, qui est visible. C'est quand le personnage Sinclair se retrouve au restaurant avec sa maîtresse, Maëva, je crois, pour lui annoncer qu'il avait décidé de rompre avec elle. Et là, elle prend un verre de vin. Je me suis dit, tiens, c'est la seule fois où l'auteur, ou le narrateur, voilà, qui est omniscient d'ailleurs, puisque la perspective narrative dans ce roman, c'est l'omniscience, c'est la focalisation zéro en tout cas, nous montre une scène, mais sinon, chaque fois, c'est le récit. Et les phrases, quoique longues, ce ne sont pas des phrases qui ressemblent à des phrases périodiques, ni logiques d'ailleurs, mais des phrases sont longues, mais fluides, et ce qui est formidable, par moment, vous commencez par donner le fait, et puis vous enchaînez par la cause. Mais qu'est-ce qu'on souffre avec la modélisation car oui. Pourquoi est-ce que vous avez un problème avec cette conjonction de coordination? Je n'ai pas compris. Par page, il y a au moins 50. Je comprends que vous puissiez justifier ce qui s'est passé, ou bien que vous puissiez donner une explication sur ce qui s'est passé. Mais là, est-ce qu'il n'y avait-il pas de synonyme? Bon, mais écoutez, moi je ne reviens pas à la critique négative. Je suis dans la critique positive. Je prends justement votre appréciation, votre critique de manière tellement positive que j'en suis encore plus heureux parce qu'en réalité, je le répéterai jamais assez, c'est un premier essai. Et il faut qu'il suscite autant de critiques pour que je puisse m'améliorer. C'est clair. Donc, il y a des critiques qui peuvent être adressées à l'endroit de l'auteur. Vous l'avez dit tantôt au niveau de l'éditeur, parce qu'un texte... L'éditeur, oui, c'est l'éditeur qui doit corriger surtout les fautes de langue et les fautes de style. Certaines coquilles. Et même les fautes d'accord, non, mais là, il y a même les fautes d'accord, oui. Mais si vous le dites, tant mieux, ça dit qu'on va... J'en ai beaucoup. On va s'amender. Oui, j'en ai, page 27, page 25, page 17, page 11, page 16, que des fautes. Alors, j'ai failli, même page 56, un lieu, un bien mal culturel avec 2 LE. Ah oui. Vous voyez, oui, un événement culturel. Un événement, c'est le singulier, mais culturel, et l'adjectif culturel est au féminin 2 LE. Ce sont des choses qui ne doivent pas passer. C'est assez inquiétant parce que moi, je n'aurais pas vu le bon faire. Oui, page 51, j'ai le roman. Là, je ne sais pas où est-ce que j'ai vu ça, quelque part là, oui. J'ai noté... oui, je suis page 51. Non, page 56, pardon, autant pour moi. Page 56. Page 56, voilà, il est là. Quelle coïncidence. Il lui est confié la mission d'organiser un événement culturel à dimension continentale. Bon, nous n'allons pas nous attarder sur ça, sinon les mauvaises langues nous diront que oui, mais M. Baounan a vu que cette coquille-là, cette faute-là. Parlons. Pour revenir au roman, à la fin, le personnage devient un homme politique. À côté de sa vie spirituelle, de sa recherche, comme pour renaître
comme pour revivre en fait. Est-ce que la politique peut être aussi une façon de renaître? Je pense que oui. C'est-à-dire que en réalité, c'est une tâche noble, à condition qu'on l'exécute comme telle. Parce que qui dit embrasser la politique, c'est avoir cette volonté justement de changer le monde. Cette volonté de gérer la cité, n'est-ce pas, comme on dit. La définition de la politique, c'est la gestion justement de la cité. Et bon, il faut le faire avec des vœux, avec une pensée, on va dire, noble. Puisqu'il s'agit aujourd'hui d'une meilleure distribution, de faire que le semblable ait de plus grands bienfaits. Oui, à ce titre, on peut considérer que ça permet une certaine renaissance. Un homme qui a beaucoup de reproches à se faire par rapport à une certaine vie antérieure, je pense qu'il peut changer le monde, qu'il peut changer l'humain en justement faisant la politique. Oui, ça devrait permettre. Donc c'est le côté noble de la politique. Et ça ne veut pas dire que tous les politiciens sont des gens... C'est pour cette raison que le personnage dit, page 83, que la politique et la morale font bon ménage. N'est-ce pas une naïveté exquise, caractérisée? Non, je ne pense pas. Devrait pouvoir faire on sait que la politique, c'est le domaine de la compromission, de la sauvagerie, si j'ose dire. Non, mais sauvagerie, pas au sens propre du terme, mais au sens figuré. Mais je ne dis pas la même chose, parce que finalement, qu'est-ce que l'homme politique cherche, si ce n'est pas améliorer la société? Pas tous. Hein? Non, de manière conséquente. Non, de manière conséquente. Un homme politique, quand il vient, il veut marquer son temps. C'est justement en laissant des traces positives, avoir laissé quelque chose pour la postérité, pour les générations futures. Il faut être un grand homme et ne pas s'être hasardé dans les hasards du destin, comme je dirais. En réalité, c'est un homme politique, c'est celui qui veut laisser une marque indélébile. Mais bon, c'est vrai que qu'est-ce que les hommes ont fait de cette définition de la politique? Peut-être qu'il faut revenir aussi à ces bons vieux préliminaires. Est-ce que vous y croyez vraiment, au changement, à l'amélioration du monde? Oui. Oui, je pense qu'on doit pouvoir surtout au Congo, dans notre propre pays. Bien sûr, j'y crois. Mais je vous ai dit, vous y croyez vraiment? Absolument, je vous ai parlé tantôt de deux sortes d'individus et moi je veux faire partie des premiers, ceux qui pensent qu'ils ont une mission à remplir ici-bas. J'espère que l'histoire vous donnera raison. Mais elle me donnera forcément raison parce que l'histoire, si vous voulez, l'histoire de l'humanité, elle ne peut tendre qu'à ce but, à l'amélioration et non à la destruction du monde. Donc tout simplement, il faudrait que certains individus, les plus nombreux, le comprennent. Le temps nous est compté, monsieur le député de Poto-Poto. Oui. Alors, donc, nous ne pouvons nous quitter sans vous poser une petite question. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment? Je viens de tomber sur la table là, j'ai été attiré par le titre aussi. Sauver la beauté du monde, c'est chez Nicolas Classe. Et on revient un peu. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'en ai entendu parler. On revient un peu par rapport à ce que j'ai dit. Le monde il est beau en fait. Vous faites peut-être partie de ceux qui pensent que le monde il est tellement horrible et affreux, on ne peut pas l'améliorer. Mais moi je pense qu'il y a encore cette possibilité. Il y a des hommes qui peuvent contribuer à l'améliorer. Et là je veux donc avoir le regard innocent pour regarder ce qu'il possède de réellement bon, parce que le monde, c'est une belle chose, comme à la manière de Jean d'Ormesson qui disait qu'est-ce que c'est beau la vie. Eh bien, mais moi je vais vous offrir un livre, un essai de Feu comme Mankassa, paru à Paris. J'en ai entendu parler. Voilà, un essai anthropologique, en tout cas très puissant. Il parle justement du lien politique intellectuel. Alors comme Mankassa, c'est incompatible. On ne peut pas être homme politique tout en étant écrivain, c'est impossible. Donc forcément il y a un côté qui va en pâtir. Et c'est ce qu'il démontre là d'ailleurs, fait comme Mankassa. Voilà, l'illusion de la liberté. Et puis un roman de notre sœur Alphonsine Bouyani-Lega, Le rendez-vous de mon bain croché que je vais vous offrir. Je vais de le lire aussi. Voilà, exactement. Vous y trouverez deux sujets universels. Et permettez-moi de vous remercier parce que j'ai besoin de ce genre de critiques. Ouais, mais j'aurais aimé aller davantage plus loin dans le roman, oui. Mais le temps nous est compté. On trouvera le temps, en tout cas, nous en reparlera dans d'autres occasions, Merci. Ou bien en attendant le prochain roman. Oui, absolument. En tout cas, c'est à vous, Christian Martial Post.